Donc, je suis effectivement ravi d'être avec vous et de partager mon expérience et mon regard sur ce sujet des relations entre alumni et l'international, qui est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Tout d'abord, moi-même comme alumni de Dauphine et puis de Sciences Po. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans… hop, normalement, le PowerPoint apparaît maintenant. C'est bon pour vous? Oui, oui, c'est bon. Il n'est Voilà. pas encore en plein écran, mais il apparaît. Donc, je le mets en plein écran et on est bon. C'est parfait. Donc, moi, je m'intéresse à ce sujet d'abord à travers mon activité à Sciences Po Paris pendant 14 ans avec des missions de plus en plus sur l'international, et j'ai toujours essayé d'intégrer cette dimension alumni dans mes activités, et notamment les missions que je faisais à l'étranger. Et puis, j'ai dirigé le service de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France en Israël pendant 4 ans. Et là aussi, je me suis attaché d'une part à lancer et développer le réseau France Alumni, et puis je continue à être attentif au réseau des anciens Sciences Po en Israël. Et puis en 2019, j'ai pris 2 décisions importantes. La première, c'est de m'installer à Grenoble, au pied de la Chartreuse, d'où le fond d'écran que j'ai ici. Et la deuxième décision, ça a été de créer une société de conseil et de formation sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans mon activité, que ce soit pour des établissements français dans leur stratégie internationale ou pour des universités étrangères qui cherchent un appui en France et en Europe, je trouve que cette question des alumni est de plus en plus présente. En même temps, je pense que la question, je la pose, est-ce que les alumni, c'est un sujet pour les responsables des relations internationales? Pour moi, la réponse est évidente pour 2 raisons. La première, c'est que les personnes en charge de l'international ont une mission importante. Souvent, c'est la promotion des études, et les alumni sont des relais, des ambassadeurs extrêmement importants. Mais au-delà de ça, je crois que l'international aujourd'hui dans l'enseignement supérieur doit être transversal et doit être un processus de transformation, d'internationalisation, et doit toucher l'ensemble des missions et des activités de l'établissement. Mais cette vision n'est pas partagée par tous. Moi, quand j'étais en Israël, je recevais beaucoup de vice-présidents de relations internationales d'université ou de directeurs des relations internationales de grandes écoles. Et à chaque fois, je les interrogeais sur les alumni. Je leur demandais, mais vous avez combien d'alumni en Israël? Et parfois, la réponse un peu surprenante était, je ne sais pas, je ne m'occupe pas des alumni, je m'occupe des relations internationales. Et donc, je pense que c'est intéressant qu'on ait cette évolution aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est d'examiner quelques grands enjeux des relations alumni sur les questions de stratégie, de pilotage et de partenariat au prisme de l'international. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique quand on réfléchit à ces questions et qu'on veut prendre en compte l'international? Alors, tout d'abord, ce qui me surprend parfois, c'est une impression de manque de cohérence. On a beaucoup d'établissements qui, malgré des progrès et des efforts, fonctionnent encore en silo. Et je crois que c'est extrêmement important de faire en sorte que l'on parle d'international, d'alumni, de développement de relations d'entreprise, que tout ça s'inscrive dans une stratégie commune. Ce qui me surprend aussi souvent avec des établissements qui veulent se développer dans leurs relations alumni à l'international, c'est finalement le manque de données. Beaucoup d'établissements ont une faible connaissance de la présence de leurs diplômés à l'étranger. Parfois, elles ne connaissent pas les réseaux qui existent. Sachant que les réseaux d'alumni peuvent être soit très formels, mais parfois ils sont informels, dans le cadre d'un groupe LinkedIn, d'un groupe Facebook, etc. Ou parfois, ils ne voient pas qu'il peut exister un réseau d'alumni lié à un master, un programme de leur établissement. Ce qui me surprend aussi souvent, c'est finalement la faible connaissance des parcours des étudiants étrangers et des carrières de leurs diplômés à l'international, je dirais d'un point de vue chronologique. C'est-à-dire que souvent, on nous dit nous avons tant de diplômés étrangers dans tant de pays, et c'est une fierté, un élément de communication, mais on n'analyse pas forcément
comment se font les carrières à l'étranger? Est-ce que les passages à l'étranger se font plutôt en début de carrière, en milieu de carrière, en fin de carrière? Est-ce qu'on passe d'un pays à un autre, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une question de cohérence, tout d'abord, quand on se lance dans ce type de projet. La deuxième question, c'est quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on va demander aux étudiants, aux alumni? On va leur demander de partager leur expérience, on va leur demander peut-être du temps et de devenir des volontaires, et puis à un moment donné, peut-être on va leur demander de l'argent. Mais pour quels objectifs pour l'école? Et là aussi, c'est une question que ne se posent pas forcément tous les établissements quand ils réfléchissent à leur relation à l'UNI. Est-ce qu'on donne la priorité à l'insertion pro-professionnelle, à la solidarité et au lien social entre les alumni, au fundraising et à la réputation que je pense qu'on peut aborder de façon large. Alors, évidemment, c'est la réputation auprès des étudiants pour le recrutement, la réputation auprès des employeurs pour l'insertion professionnelle et la carrière, mais les alumni sont des ambassadeurs qui peuvent aussi toucher plus de monde. Par exemple, des organismes ou des responsables qui donnent des bourses pour les étudiants dans certains pays, et éventuellement auprès d'universités, dans des pays dans lesquels vous n'avez pas forcément beaucoup de relations avec des établissements d'enseignement supérieur. Les alumni sont aussi des ambassadeurs qui peuvent éventuellement vous aider à identifier de possibles universités partenaires. Quand on regarde les résultats, alors ici, je vous présente des chiffres qui sont tirés d'une enquête qui avait été réalisée pour la CGE en 2018 sur le sentiment d'atteindre des objectifs sur les relations à l'alumni de manière générale. Je ferai deux remarques. La première, c'est qu'on se rend compte que l'item strictement développement international est un peu en retrait, c'est-à-dire que les responsables des relations alumni avaient le sentiment qu'ils n'atteignaient pas leurs objectifs sur ce développement international. Ma deuxième remarque, c'est que l'international, en fait, doit être présent dans l'ensemble des items, c'est-à-dire que, et notamment sur l'employabilité. Moi, c'est un sujet sur lequel je suis sollicité. C'est souvent des petites écoles d'ingénieurs qui ont développé une stratégie internationale de mobilité, de recrutement, etc., mais qui se rendent compte que, par exemple, elles ont un forum carrière qui est très franco-français. Et donc, comment est-ce qu'on fait évoluer ce forum et comment est-ce qu'on s'appuie sur nos alumni à l'international? Et puis ensuite, quand on réfléchit au sujet, il y a quelques grandes questions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un alumni? C'est une question à laquelle chaque établissement apporte une réponse différente de manière générale. Par exemple, il y a une évolution qu'on a en France, aujourd'hui, c'est de considérer de plus en plus que, par exemple, un étudiant qui a obtenu un master dans le cadre de la formation continue devient aussi un alumni. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on avait un esprit un peu club. C'est-à-dire que, il fallait avoir réussi la sélection extrêmement difficile et il fallait être ingénieur, diplômé. Et donc, tous les programmes qui se sont développés autour, parfois, ont été vus d'un mauvais œil des associations d'alumni un petit peu conservatrices. Quand on regarde la question de l'international, il y a une grande question, c'est les étudiants qui viennent en échange. Dans la quasi-totalité, je crois, des associations d'alumni aujourd'hui, on considère qu'un étudiant qui est venu passer 6 mois dans votre établissement dans le cadre d'un échange n'est pas un alumni. Et je crois que c'est une question à se poser, parce que moi, je l'ai vécu en Israël, par exemple, où j'ai toujours observé que les étudiants israéliens qui étaient venus en échange à Sciences Po étaient beaucoup plus dynamiques, avaient un discours beaucoup plus positif sur Sciences Po que les Français expatriés ou immigrés en Israël qui avaient fait Sciences Po il y a 30 ou 40 ans. Et donc, il y a vraiment cette question, comment est-ce qu'on fait en sorte que les étudiants qui viennent en échange dans nos établissements fassent partie de cette communauté? On pourrait aussi se poser la question, d'ailleurs, avec ceux qui viennent faire ne serait-ce qu'une summer school. Un étudiant qui passe 3 mois chez vous pour une summer school, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'on garde le contact avec lui? La deuxième question, c'est est-ce qu'un alumni, c'est un cotisant? Alors, c'est la logique des associations. C'est de dire, on a une association, on a besoin de fonctionner, on a besoin de cotisations, et chaque année, on va chercher ces cotisations. Simplement, on se rend compte qu'il y a
souvent des alumni qui sont à l'étranger, qui sont un peu loin de l'association, qui ont le sentiment que l'association est peut-être plus française qu'internationale, qui cotisent moins. Et du point de vue de l'école, cette question de cotisant ou non cotisant, elle n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire que si vous participez à un salon en Chine, vous dites bah, je vais essayer d'avoir des alumni qui vont venir avec moi sur ce salon, vous ne demandez pas s'ils sont cotisants ou pas à jour de leur cotisation à l'association. Et donc on est, je crois, de plus en plus dans une logique de communauté. Et d'ailleurs, il y a des écoles qui vont parler de alumni et les amis. Alors, soit ils vont inclure les étudiants venus en échange dans les friends, dans les amis, soit parfois ils vont même avoir une vision très large en disant mais notre communauté, ce sont nos alumni, mais ce peut être aussi leurs conjoints, leurs parents, etc. Autre question sur du coup un alumni, qu'est-ce qu'on entend par alumni international? Alors, est-ce que ce sont les étrangers? Ce qui est une perspective. Et d'ailleurs, on peut se demander aussi comment est-ce qu'on traite, ou est-ce qu'on traite différemment, ou est-ce qu'on a une attention particulière aux alumni étrangers qui vivraient en France. Ou est-ce que ce sont les résidents à l'étranger, les expatriés, les Français expatriés, ou des étrangers qui travaillent dans un autre pays. C'est une question importante à se poser parce que souvent les profils sont différents, et les attentes sont différentes. Et là aussi, moi, ce qui me frappe pour avoir travaillé là-dessus avec des écoles d'ingénieurs, c'est qu'elles ont du mal, je trouve, à prendre en compte les spécificités des étudiants étrangers. C'est-à-dire que quand on leur dit on travaille sur nos alumni à l'étranger, leur réflexe, c'est de penser les expatriés, les Français qui se sont expatriés à l'étranger. Et puis, dernière question sur c'est quoi un alumni, c'est aussi quand est-ce qu'on devient un alumni. 2 ans après le diplôme, évidemment, c'est plus le cas aujourd'hui, mais moi, je me souviens quand j'étais étudiant à Sciences Po, sur les questions d'insertion professionnelle, on nous expliquait qu'on ne pouvait s'adresser à l'association des anciens élèves que 2 ans après notre diplôme. Et les 2 premières années post-diplôme, notre interlocuteur, c'était le service carrière de l'école. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a un sujet qui est de bien réussir la transition entre l'étudiant qui est diplômé et qui devient alumni. J'ai vu passer il n'y a pas longtemps une jolie vidéo de GEM, par exemple, qui est une vidéo pour accueillir les diplômés dans la communauté alumni, dans les différents chapitres dans le monde entier. Et finalement, on devient alumni de plus en plus tôt, et aujourd'hui, beaucoup d'écoles disent, à partir du moment où vous rentrez dans l'école, à partir du moment où vous êtes sur le campus, vous devenez membre de cette communauté. Et moi, j'irais même encore plus loin en disant, vous faites partie de cette communauté à partir du moment où vous êtes admis. Et c'est là où je pense qu'on peut faire des choses intéressantes avec les alumni. C'est peut-être même de considérer qu'un étudiant admis, finalement, son premier contact avec l'institution, ça peut être les alumni. C'est-à-dire que un étudiant admis au Brésil, il est admis, il va arriver chez vous dans quelques mois, et bien peut-être que pendant ces quelques mois, il peut être déjà en relation avec les alumni qui sont présents au Brésil, qui peuvent lui parler de la vie en France, de l'école, et déjà finalement l'insérer dans cette communauté. Alors ensuite, quand on parle des alumni, il faut se poser évidemment la question de ce qui les intéresse et de ce qu'on va leur offrir. Et finalement, quel est leur sentiment d'appartenance? Qu'est-ce qu'ils partagent? Qu'est-ce qu'ils veulent partager? Qu'est-ce que vous voulez partager avec eux? Et là aussi, on va avoir des différences selon le cycle de vie, selon la nationalité peut-être. Et c'est intéressant aussi de se demander est-ce qu'ils ont un sentiment d'appartenance qui est plutôt à l'école en tant que tel, ou au programme. Parce qu'on se rend compte que parfois, finalement, le lien il est plus avec un programme, avec une équipe pédagogique, etc. Et puis, autre question aussi, je trouve intéressante, c'est de se demander quel est leur attachement ou pas, ou leur degré d'attachement à un territoire, à votre ville d'implantation et à notre région, peut-être Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, sur les activités qui vont être proposées, est-ce qu'ils attendent plutôt des activités locales avec la communauté de leur ville ou de leur pays, ou une activité globale pour
être associé à cette communauté dans le monde entier. Est-ce qu'on attend du présentiel ou des activités en ligne? Et pour moi, présentiel en ligne ce n'est pas équivalent à local global, parce que je trouve qu'on fait parfois l'erreur de reproduire localement les erreurs qu'on fait globalement. C'est-à-dire que l'erreur, ou la tendance, la difficulté, c'est qu'on a une vision parfois un peu française, franco-française, et qu'on organise beaucoup de choses en France et peu à l'étranger. Et parfois, on le reproduit dans certains pays en organisant beaucoup de choses dans la capitale, mais peu dans d'autres grandes villes du pays où il peut aussi y avoir une communauté. Donc, on peut aussi imaginer des activités peut-être en ligne pour qu'ils puissent rassembler l'ensemble des alumni d'un pays, ou alors peut-être avoir des activités dans différentes villes du pays. Autre question importante, c'est quelle communication? Et là, avec une tension, je trouve, entre une volonté d'avoir une communication maîtrisée, et donc assez classique, site Internet, ou éventuellement des plateformes spécifiques. Il y a des entreprises qui ont développé des outils vraiment adaptés à l'animation d'une communauté alumni, ou lettres d'information, et parfois une petite réticence de certaines associations à être très présents sur les réseaux sociaux, ou à donner priorité aux réseaux sociaux, avec la crainte finalement de perdre la maîtrise. Mais la question qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que ces moyens de communication sont adaptés à tous les pays? Alors c'est vrai que LinkedIn, par exemple, est très utilisé dans beaucoup de pays, mais en Asie, par exemple, vous avez beaucoup de pays où LinkedIn, vous aurez beaucoup d'alumni qui n'y seront pas. Et puis, vous avez aussi la revue. Bon, je suis alumni de Sciences Po, je reçois une très jolie revue une cinquantaine de pages, papier glacé, en couleur, avec de la qualité, des articles de fond, etc. C'est aussi un mode de communication. Mais ce qui m'amène à poser la question du contenu et de la langue. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de cette très jolie revue qui s'appelle Émile, c'est un contenu très français, et je dirais même très parisien. Alors maintenant, sur les 50 pages, vous avez quand même une page en anglais, parce que c'est aussi une revue qui est entièrement en français, à part une page en anglais. Et je pense que c'est une question à se poser, c'est est-ce que le contenu que l'on élabore peut-être depuis la France, est-ce qu'il intéresse nos alumni, et qu'est-ce qu'on peut faire pour les intéresser davantage, proposer des sujets intéressants pour eux, et valoriser aussi peut-être davantage les activités et les profils des alumni à l'étranger. Et puis la langue. Vous avez des réseaux d'alumni qui, même s'ils ont des étrangers qui ne parlent peut-être pas français, qui ont pu suivre un programme en anglais, n'ont une communication qui n'est qu'en français. D'autres ont fait le choix de passer intégralement à l'anglais. D'autres font un mixte entre deux. Mais c'est une question importante, parce que c'est un message que l'on adresse au réseau. Moi, je vous raconte aussi une toute petite anecdote, c'est que j'organise bientôt un voyage d'études en Israël pour une association d'alumni, pour découvrir l'écosystème d'innovation israélien. C'est une école dans laquelle aujourd'hui plus de 40% des diplômés sont étrangers, et une grande partie ne parlent pas français. Et donc, quand on a parlé du programme, je leur ai dit, du coup, évidemment, je fais un programme en anglais avec des intervenants anglophones. Et on m'a dit, mais pas du tout. Il faut que le programme soit entièrement en français, parce que nos adhérents sont des diplômés, en tout cas ceux qui seront intéressés par le voyage, ça va être les diplômés de 50 ans qui ne parlent pas bien anglais et qui veulent que ça soit intégralement en français. Donc, vous voyez que cette question de la langue et de la communication, elle est extrêmement importante. Et puis, on a la question de la relation alumni-école. Comment est-ce qu'on entretient cette relation? Et je crois qu'on peut faire beaucoup de choses pour que des alumni de l'étranger, parce qu'encore une fois, souvent, on va faire des choses avec des alumni qui sont en France ou dans la région, mais avec le Covid et le développement des activités en ligne, on se dit qu'en fait, on peut
mobiliser nos alumni du monde entier, les faire participer à des projets, à du mentorat de projets avec des étudiants. On peut les inciter à accueillir des stagiaires et des interlocuteurs pour des conseils carrière. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'associations d'alumni, de réseaux alumni qui ont développé des activités en ligne. Le fait, je trouve, ces derniers mois, j'ai vu passer par exemple les INSA Talk qui permettent à des alumni à l'étranger de jouer ce rôle de conseil. Et puis avec les alumni à l'étranger, ce qui est aussi intéressant, là pour le coup en jouant sur le présentiel et l'humain, c'est de leur dire, mais on a des étudiants qui vont partir dans votre pays en stage ou en séjour d'études, peut-être que vous pouvez aussi les accueillir, ne serait-ce que leur offrir un petit pot à leur arrivée, et on peut créer ce lien entre eux. Et puis, en quoi aussi ils peuvent être des soutiens aux missions de l'école, notamment sur la promotion, le recrutement et les relations entreprises. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser pour concevoir cette stratégie. Et puis, il y a après des questions complexes de pilotage. Tout d'abord, qui anime le réseau des alumni? Est-ce que c'est une association ou est-ce que c'est l'école? Alors, c'est vrai que traditionnellement, et surtout dans les écoles d'ingénieurs, on avait des associations. Et puis, de plus en plus, à partir du moment où le sujet est devenu plus stratégique pour les écoles, elles ont cherché à l'intégrer, alors soit sous une forme hybride, avec des salariés de l'école, mais en conservant une structure de bénévoles d'alumni, soit en l'intégrant complètement. Je parlais de GEM tout à l'heure. Voilà, GEM a dissous son association pour reprendre en main et porter cette animation de réseau. Et comment est-ce qu'on fait fonctionner, quand les associations existent toujours, ce triangle entre école, association et groupement, qui parfois sont un petit peu loin, qui se demandent mais finalement qui est leur interlocuteur entre l'école et l'association, qui peuvent avoir des demandes qui viennent des deux côtés. Et qu'est-ce qu'on mobilise comme moyen? Alors, vous avez des grandes écoles en taille qui ont des salariés qui sont à l'étranger, dans des bureaux de représentation et avec une mission souvent très importante sur l'animation du réseau alumni, mais même s'il y a une structure, s'il y a des salariés, quels moyens on accorde à cette dimension de l'international? Et puis, comment est-ce qu'au sein de l'école, cette dimension des relations alumni et de l'international se rencontre? C'est-à-dire qu'il y a des écoles d'ingénieurs aujourd'hui où si vous demandez qui est responsable des relations alumni, on vous dit personne. Personne parce qu'il y a une association. Et donc, est-ce qu'on a une clarté dans l'école sur qui est responsable des relations alumni et comment est-ce qu'il y a une coordination, notamment, et est-ce que les personnes en charge de l'international sont impliquées dans le sujet? Et puis, il y a une question importante aussi, c'est la place des alumni dans la et les gouvernances, alors de l'association, de l'école et puis de la fondation, des fondations qui se sont développées ces dernières années. Et il y a eu un vrai travail de fond et beaucoup de progrès réalisés pour qu'il y ait vraiment une gouvernance partagée, mais on peut se demander si les alumni de l'international, là aussi, sont présents et écoutés. Je crois qu'ils le sont insuffisamment, et je crois qu'on peut leur donner plus de place. Et là aussi, d'ailleurs, avec toutes les activités qui se développent à distance aujourd'hui en ligne, les alumni de l'étranger pourraient être plus présents. Par exemple, si vous regardez les groupements thématiques professionnels des réseaux d'alumni, vous vous rendez compte que bien souvent, près de 100% des responsables de groupements sont en France. Parce qu'on est dans l'idée que le groupement, c'est un groupement français qui organise des activités en France. Mais moi, je trouverais intéressant qu'on puisse avoir des responsables de groupements professionnels thématiques sur le développement durable, la finance ou ce que vous voulez, qui soit un alumni qui est à l'étranger et qui organise des activités à distance. Il y a une question également de gouvernance locale. Là aussi, il faut trouver un équilibre entre des règles communes à tout le monde et des spécificités locales, soit d'ordre juridique parfois, soit d'ordre culturel. Ce que je trouve toujours important, c'est d'essayer d'avoir une gouvernance qui soit collective, qui ne dépendent pas d'une seule personne, et en essayant d'avoir une complémentarité entre les différentes générations et aussi entre les différents profils, entre des expatriés qui sont là quelques années et qui vont partir, et puis des locaux qui construisent leur vie. Et puis ce qui est important aussi, pour éviter un processus de notabilisation, c'est d'avoir un renouvellement régulier des responsables de groupement. Et enfin, je voudrais insister aussi sur la question importante de la base de données.
je me rends compte que beaucoup de bases de données d'alumni n'ont pas les données sur les nationalités. Et je pense qu'il y a soit un travail important dans la relation entre l'école et l'association pour se dire quelles sont les informations que l'on transmet. Est-ce qu'on transmet la nationalité des diplômés? Est-ce qu'on transmet la procédure d'admission par laquelle ils sont rentrés, etc. Mais pour qu'on ait la meilleure vision possible, avec ensuite un travail d'actualisation. Et une question qui est complexe, c'est est-ce qu'aujourd'hui, un annuaire qui a fait quand même la force et la valeur des associations d'alumni pendant des années, est-ce que ces annuaires ont encore une utilité? Et pour beaucoup de réseaux d'associations, si vous faites une recherche dans l'annuaire, si vous faites une recherche sur LinkedIn, vous aurez plus de résultats plus précis sur LinkedIn. Dernière partie que je voudrais aborder avec vous, c'est la question des partenariats. Avec deux sujets. Tout d'abord, quelle coopération avec les autres réseaux d'alumni? Je pose la question parce qu'il peut y avoir beaucoup de pays ou de villes dans certains pays où vos alumni sont 1, 2, 5, 10. Et vous vous dites, et eux se disent, on ne peut pas créer une activité avec simplement quelques personnes. Et donc, je pense que c'est toujours intéressant de se dire à quel niveau et avec quel partenaire je peux avoir des activités alumni. Alors, évidemment, si vous faites partie d'une université, ça peut être dans le cadre de votre université, ça peut être dans le cadre de votre commune ou éventuellement de vos partenaires de votre ville. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des groupes ou dans des réseaux, ça peut être avec les autres écoles, que ce soit le groupe central, les INSA, le réseau des Polytech, les Sciences Po, l'IMT. Et puis, il y a la GERA, c'est-à-dire qu'il y a ce réseau qui existe et qui est actif et ça peut avoir du sens, en tout cas dans certains pays ou dans certaines villes, par exemple, que les réseaux d'alumni se coordonnent pour organiser des activités en commun. Éventuellement, ça peut être également au niveau de la CGE. Et puis, il y a France Alumni. Donc, France Alumni, c'est le réseau qui a été lancé par le ministère des Affaires étrangères. Quand j'en discute avec des responsables alumni ou des responsables des affaires internationales, je me rends compte qu'il y a parfois une certaine, soit une méconnaissance de France Alumni, soit une certaine méfiance avec parfois le sentiment qu'il peut y avoir une concurrence ou que France Alumni en fait essaye de capter les informations, les bases de données sur les alumni. Mais on pourra en parler dans la discussion. Je pense que France Alumni peut être un partenaire pour organiser des activités avec votre propre réseau. Et puis, ce qui peut être intéressant parfois aussi, c'est de se dire, mais dans ce pays, on a des écoles partenaires avec lesquelles on a des programmes d'échange. Peut-être aussi que nos alumni, on peut trouver une façon de les associer à des activités avec l'école ou avec le réseau des alumni de cette école. Ou autre façon de voir ce partenariat, c'est de se dire, j'ai dans le monde quelques partenaires stratégiques, peut-être des partenaires avec lesquels j'ai des doubles diplômes, et finalement, est-ce que cette proximité ne peut pas se traduire aussi à travers nos réseaux d'alumni? Est-ce qu'on ne peut pas les mettre en relation et en leur disant, mais peut-être que vous pourriez aussi organiser des activités en commun dans votre pays. Donc, il y a cette question des réseaux d'alumni et des coopérations qui sont possibles. Et puis, il y a la deuxième dernière question pour moi, c'est celle de vos partenaires locaux. Alors d'abord, les ambassades. Moi, je vous encourage à développer, alors de manière générale, vos relations avec les ambassades. Moi, quand je suis arrivé en Israël, j'ai tout de suite pris contact avec les responsables des réseaux d'alumni des différentes écoles. Et puis, j'aurais proposé de les aider, de les soutenir, de faire des choses avec elles. Alors, certaines étaient intéressées, d'autres non, mais si je prends l'exemple de l'INSEAD, par exemple, qui est un gros réseau en Israël, qui organise chaque année un gala assez prestigieux dans un lieu comme un musée, par exemple, je leur dis, l'année prochaine, je vous propose qu'on l'organise à la résidence de l'ambassadrice, avec l'ambassadrice, et c'est ce qu'on a fait. Ou alors, quand des directeurs de grandes écoles sont venus en Israël, à chaque fois, je leur ai proposé, on peut organiser une rencontre avec vos alumni que l'on peut faire à l'Institut français, par exemple, où c'est arrivé que je pense à l'école polytechnique, où le directeur était venu en Israël pour
pour signer un accord important avec des partenaires israéliens. Il y avait une réception un peu officielle, parce que dans les ambassades, on aime bien faire des signatures d'accords, en tout cas officialiser les signatures d'accords. On avait aussi invité les alumni de Polytechnique. Donc, je pense que les ambassades sont des partenaires intéressants. J'attire juste votre attention aussi sur une chose, c'est que vos alumni, vos responsables de réseau, sont aussi vos ambassadeurs auprès des ambassades et portent votre réputation. Et je vous le dis parce que parfois, il peut y avoir un côté un peu négatif. C'est-à-dire que vous avez, enfin, moi je l'ai vécu quand j'étais à Sciences Po aussi, hein, dans certains pays, j'avais des responsables de réseau d'alumni qui utilisaient cette position plus pour leurs intérêts personnels ou professionnels que pour l'intérêt du réseau. Et en Israël, je me souviens par exemple il y a un grand sujet dans une ambassade, c'est qui on invite à la réception du 14 juillet. Parce que tout le monde veut venir à la réception du 14 juillet. Je me souviens d'un cas où moi, j'avais mis sur la liste les responsables des réseaux alumni qui étaient actifs, qui faisaient des choses. Bon. Il y a une responsable d'une association d'alumni qui m'a appelé en me disant « Je ne comprends pas, je sais que mon collègue responsable des alumni de HEC a été invité à la réception et moi, je n'ai pas été invité. Pourquoi ?» Bon. Donc, j'ai expliqué que, certes, elle était la responsable du réseau des alumni de son école en Israël, mais qu'elle ne faisait rien. Alors que son collègue de HEC faisait des choses. Et que, du coup, l'ambassade, elle fait des choix et à un moment donné, on est là pour inviter, valoriser, travailler avec des interlocuteurs actifs. Voilà. Et évidemment, ce n'était pas très adroit de sa part et ça rejaillit un petit peu sur l'image de l'école, même si on sait qu'elle n'est pas la représentante officielle, elle n'est pas salariée de l'école, mais vraiment, j'attire votre attention là-dessus. Les collectivités locales aussi peuvent jouer un rôle intéressant. Alors, moi, j'ai parfois pris l'initiative aussi en Israël. Alors, en plus, j'étais le responsable de la coopération décentralisée, des coopérations entre collectivités locales. Donc, j'étais aussi en lien avec les maires ou les maires adjoints qui venaient faire des missions en Israël. Et parfois, quand je trouvais que c'était pertinent, je leur proposais aussi d'organiser une rencontre avec des alumni. Parce que c'est intéressant pour eux. Souvent, en termes de communication, ils aiment bien mettre un tweet ou un post Facebook en disant « Je suis en Israël et je suis avec des Israéliens qui ont étudié en France, c'est le rayonnement de ma ville ». Pour prendre un exemple de la région, je me souviens de Jérôme Auslander, maire adjoint de Clermont-Ferrand, aux relations internationales. C'est ce qu'on avait fait. On avait pris un petit apéritif avec quelques alumni et c'était sympa. Alors, moi, j'avais pris l'initiative côté ambassade, mais ça peut être aussi vous une suggestion que vous faites à vos élus en leur disant, mais quand vous êtes à l'étranger, peut-être que ça peut être sympa que vous puissiez rencontrer nos alumni. Alors après, évidemment, une question de taille, c'est-à-dire que si c'est la ville de Lyon, il y aura, en tout cas dans certains pays, beaucoup d'alumni, mais sur des villes plus moyennes, ça peut avoir peut-être plus de sens. Et puis, on peut aborder également de la même façon les relations en entreprise. Vous avez parfois des partenaires entreprises extrêmement forts, extrêmement proches. La question, c'est aussi dans leurs implantations à l'étranger, que ce soit des usines ou des réseaux de distribution, est-ce qu'ils peuvent faire aussi des choses avec vos alumni? Alors, là aussi, si je reprends mon regard ambassade, moi, c'est des activités que j'ai organisées, tout simplement. D'ailleurs, c'est des visites d'usines. Il y a en Israël une usine L'Oréal. C'est toujours sympa, ça fait un lien avec la France. C'est quelque chose d'un peu unique parce qu'on ne peut pas aller frapper à la porte de l'usine L'Oréal et la visiter. Donc, j'avais organisé une visite comme ça dans le cadre de France Alumni. Mais peut-être que vous, avec votre propre réseau, si vous avez un lien particulier avec une entreprise, c'est également quelque chose qui peut être intéressant. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis, finalement, en synthèse, je vous mets un petit peu le plan de ma présentation, parce que je crois que ça peut être une grille d'analyse et d'action pour l'avenir qui peut être utile.
Et alors, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, mais ce qui peut être aussi intéressant peut-être, c'est que certains, pas parmi vous, puissent partager aussi leur expérience par rapport à cette question de leur implication et de leur stratégie, de leurs actions dans les relations alumni, des difficultés peut-être que vous avez pu rencontrer, des solutions que vous avez trouvées et des initiatives que vous portez. Bien, je vais prendre la parole hein, parce que donc, ce qui était prévu, Florence a dû nous quitter à 10h30. Donc, malheureusement, on n'a pas pu voir les dernières minutes de la présentation très riche et dense de Sébastien. Sébastien que je rencontre pour la première fois virtuellement. On s'est échangé plusieurs fois par mail et autres par le passé. Donc, je suis content de l'avoir avoir assisté à sa présentation. Juste une question au niveau du timing, Erika. On a quoi, une dizaine de minutes pour des échanges parce que je suis sûr qu'il y a des questions et peut-être des exemples que des collègues veulent donner. Ça. On avait prévu jusqu'à moins le quart, mais si on déborde jusqu'à moins 10, c'est pas dramatique. Dans ce cas, on se donne une dizaine de minutes. Je pense que ça a dû susciter un certain nombre de questions et peut-être des commentaires par rapport à vos propres établissements. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui souhaite prendre la parole pour s'adresser à Sébastien et commenter et peut-être donner quelques exemples? Je vois qu'il y a Christelle qui a allumé son micro. C'est ça, oui. Profitons de Christelle, oui, de cette double expérience. Bonjour Sébastien et merci beaucoup et ravi aussi de te rencontrer pour la première fois, même virtuellement, vu qu'on a également eu l'occasion d'échanger par mail. Alors moi, je voulais te remercier vraiment pour cette vision Alumni Relations Internationales. Je partage à 5000% tout ce que tu mets en avant. Je ne te dis pas que dans la mise en place, c'est beaucoup plus complexe que ça n'a l'air quand on le dit comme ça. Rapidement, moi, je suis restée une petite dizaine d'années en tant que directrice du réseau des diplômés à Lyon et maintenant directrice des relations internationales. Donc, ça me parle bien, ces deux sujets. Et je vois la complexité aujourd'hui tout en étant aux relations internationales pour intégrer, on va dire, le réseau des diplômés ou au moins des actions avec le réseau des diplômés. Pas forcément parce qu'il y a une mauvaise volonté de la part des uns et des autres, simplement parce que c'est ce que tu évoquais, on a tellement un mode de travail en silo qui fait qu'il est extrêmement complexe aujourd'hui d'intégrer en fait les diplômés dans notre stratégie. Nous, en revanche, on sait très bien qui gère le réseau des diplômés, comment ça s'articule, tous les points que tu as mis en avant. On est de toute façon dans une gouvernance où le réseau des diplômés, maintenant, c'est un service intégré de l'école, on a la cotisation à vie, etc. etc. Donc, ça, c'est des questions, nous, qui sont assez simples. Pour autant, il est vrai que quand on développe des partenariats académiques à l'international, c'est très déconnecté du réseau des diplômés et des actions qu'on pourrait mettre en place avec des diplômés sur place. Donc, je ne sais pas quelle solution on pourrait pour faciliter effectivement cette, on va dire, cette symbiose entre les deux. Mais ce n'est pas si simple que ça dans la mise en place d'intégrer en fait les alumni, puisque c'est un service à part entière avec des personnes qui sont en charge, par exemple, de développer ou d'animer le réseau des diplômés à l'international et ils ne sont pas forcément favorables au fait que notre équipe interfère, on va dire, dans leurs actions. Voilà. Mais je partage et je pense que demain, si on arrive effectivement à faire ça et à plus les intégrer et que l'international soit complètement transverse et non pas juste lié à des échanges académiques, mais absolument à tout l'international de l'école, que ce soit l'employabilité, les relations entreprises, voilà, les stages, etc. Je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, Sébastien. Et on aura d'autres occasions, je pense, d'en reparler en dehors. Par rapport pour rebondir par rapport à cette remarque, Christelle, du suivi des carrières des alumni à l'international, ça fait partie des critères d'évaluation du label Bienvenue en France pour l'accueil, donc l'accueil et le suivi de nos diplômés une fois partis de
de nos villes et de nos établissements. Mais sûrement un bon nombre de collègues autour de la table ici le savent déjà, s'ils sont passés par Bienvenue en France. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, commentaires? Je vois qu'il y a quelques micros ouverts, mais moi, je veux bien, oui. Bien. Merci beaucoup pour cette présentation et merci aussi, Christelle, pour ton intervention parce qu'effectivement, à l'ISARA, je suis plus ou moins dans la même impasse, c'est-à-dire que j'essaie de lancer un réseau d'alumni pour nos étudiants de master internationaux. Donc, c'est des étudiants qui passent un seul semestre dans nos murs. Donc, déjà, on a la problématique d'appartenance, de sentiment d'appartenance à l'école. Donc, ça, du côté des élèves. Et puis, on a également la difficulté d'intégrer ces étudiants internationaux dans le réseau alumni général des ingénieurs ISARA. Et donc, ce que tu évoquais, Christelle, c'est qu'on a quelque chose de très rodé pour les ingénieurs, tout en français. Et on ne peut pas intégrer nos masters dans ce réseau-là. Donc, c'est très complexe. Et voilà, là, nous, on en est simplement à créer un groupe LinkedIn uniquement pour nos masters, pour avoir déjà une communauté où ces étudiants ces alumni pourraient échanger entre eux, mais on ne va pas avoir le côté annuaire ou recenser toutes leurs données. Donc ça, c'est une difficulté. En revanche, j'ai trouvé très intéressant de vraiment s'appuyer sur les alumni qui sont actuellement à l'international. Et ça, je n'ai pas du tout de vision là-dessus, donc il va falloir que je me tourne vers ma collègue. Mais je pense que ça peut être une force aussi de solliciter nos collègues pour qu'on arrive à mettre l'accent sur tous les Français qui sont actuellement à l'étranger pour qu'on puisse les solliciter un peu plus. Nous, par exemple, on a mis en place en fait des ambassadeurs, comme l'évoquait tout à l'heure Sébastien, dans des pays qui sont stratégiques où on a quand même un réseau qui est assez important. On a mis des ambassadeurs en fait qui sont là pour effectivement non seulement animer la communauté sur place, mais également nous ouvrir des portes, comme le disait Sébastien, que ce soit des rendez-vous auprès des ambassades, que ce soit faire la promotion de certains programmes auprès de certaines écoles ou de partenaires, on va dire, académiques. Voilà, en fait, c'est des relais sur place qui, eux, connaissent parfaitement le marché puisqu'ils sont là, ils y vivent et qui peuvent être effectivement porteurs de business pour vous, école, sans que vous ayez pour autant à vous déplacer. Donc, il faut vraiment effectivement développer ces réseaux, ces relais dans des zones stratégiques, tu ne peux pas le faire non plus partout, pour que tu puisses aussi t'appuyer sur eux en fonction des dossiers que tu veux conduire. Après, c'est du bénévolat, donc il y a d'autres sujets derrière et d'autres problèmes qui vont rentrer en ligne de compte. Ouais. Il faut les animer après à distance aussi. Et ça, je pense que Sébastien connaît parfaitement le sujet. Merci Christelle et Sigolène. Est-ce qu'il y a d'autres écoles qui souhaitent donner quelques exemples qui ont émergé lors de la discussion? Je ne sais pas si Elisabeth, tu veux dire un mot par rapport à notre expérience de notre association d'alumni à Saint-Étienne. Je peux le faire, mais peut-être serais-tu mieux placé. Moi, j'ai des relations plutôt avec les programmes boursiers qui sont en lien avec la fondation, en lien avec le programme mécénat. Mais c'est un volet très particulier en fait de notre collaboration entre international et alumni. C'était à ça que tu pensais? Ça en fait partie, ouais. Il y a le côté soutien financier pour des mobilités pour à la fois pour l'excellence académique, mais aussi pour les boursiers sur critères sociaux, il me semble. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est vrai que de toute façon, nous, au niveau de Mines Saint-Étienne et puis maintenant au niveau de l'Institut Mines Télécom, puisque c'est notre maison mère, la fondation et les réseaux des anciens sont très présents pour le moment sur le volet soutien financier des élèves.
Donc, à la fois pour soit des élèves qui sont reconnus pour l'excellence de leur engagement et qu'on va soutenir pour leurs projets internationaux. Et là, il y a une jolie coopération entre notre école et la fondation et les anciens pour structurer ensemble ces programmes boursiers. Soit on soutient les élèves qui sont reconnus comme ayant besoin de soutien, notamment sur critères sociaux, et parfois ce soutien vient abonder à leur budget pour leur mobilité internationale. Donc les choses se sont très bien structurées, je dirais, depuis 4-5 ans. D'abord au niveau de notre école et maintenant au niveau de l'Institut Mines Télécom. Et je pense que ce n'est que le début d'un process qui se met en place. Et nous avons la chance dans notre équipe internationale à Mines Saint-Étienne d'avoir une collègue qui nous a rejoint, qui a géré pendant plusieurs années le programme mécénat pour la Fondation Mines Saint-Étienne. Du coup, on a cette expertise au sein de notre équipe. Et je pense que cette collègue va être un atout pour nous justement pour renforcer la collaboration entre ces deux volets. Et c'est vrai que le fonctionnement en silo, moi je me suis bien reconnue, je nous ai bien reconnus dans la présentation de Sébastien. Je salue Sébastien au passage, j'ai assisté à sa conférence dans le cadre des conférences internationales organisées par Minalbi. Il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 semaines. Voilà, et c'était déjà très intéressant. C'était une autre approche. Hein. C'était plus centré sur la prospective dans nos activités internationales en général, hein, si je me rappelle bien. Voilà. On a aussi la chance, ouais, n'est-ce pas, que 90% de nos élèves à Mines Saint-Étienne sont logés par l'association des anciens, enfin, les alumni, parce que c'est notre résidence d'étudiants appartient comme pour certaines autres écoles d'ailleurs d'ingénieurs, d'autres écoles des mines, appartient à l'association des anciens et gérée par l'association des anciens. Et donc, à partir du premier jour, les élèves français et étrangers connaissent un peu ce fonctionnement et ils sont membres dès le premier jour de l'association des alumni. Et pas avant d'arriver sur place, comme suggérait Sébastien, nous, on confie ça plutôt à une association d'étudiants pour gérer un peu le pré-accueil de nos étrangers. Mais une fois qu'ils sont sur place, ils ont une présentation du président de l'association qui leur explique qu'à partir de maintenant, ils font partie des anciens, des alumni. Et par contre, une fois qu'ils ont quitté l'école, il faudra payer. C'est gratuit pendant qu'ils sont là. Et une fois qu'ils sont partis de l'école, il faut cotiser. Et voilà. Donc, ils sont assez intégrés à la fois au niveau du logement de nos élèves, mais aussi à différents stades de leur formation. Il y a des journées d'anciens qui sont organisées, des journées à thème, carrière, et même ils participent au voyage d'intégration, qui est un voyage obligatoire pour tous les élèves de l'école, organisé par les enseignants et par les anciens de l'école. Est-ce qu'on devrait avoir le temps d'une autre dernière intervention d'une autre école? Et ensuite, on va essayer de suivre. Oui, on peut en prendre encore une, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir peut-être d'une autre école qui n'est pas école d'ingénieur? On a eu 2 écoles d'ingénieurs, une école de management. S'il n'y a pas d'autres interventions, j'aurais juste aimé donner mon petit point de vue tout à fait modeste, mais j'ai l'impression que de ce qu'ont dit Sébastien et puis une autre collègue, peut-être Christelle, je pense que c'est en jouant sur le sentiment d'appartenance des élèves, qu'ils soient internationaux ou français, qu'on pourra avoir le meilleur levier d'action après, parce que c'est quand même très très compliqué. Enfin, moi-même je suis diplômée d'une autre structure et je suis sollicitée par l'association des anciens de mon université. C'est quand même compliqué de mobiliser les gens parce qu'ils sont très occupés. Et donc se reposer sur l'affectif et le sentiment d'appartenance, c'est une très jolie porte d'entrée et à mon avis c'est la plus efficace. Donc, tout ce qu'on peut faire avec nos élèves
au quotidien dans notre école pour leur donner le sentiment qu'on s'occupe bien d'eux, et ben, c'est autant de gagner pour la suite, pour ces chantiers-là. Si vous mettez une minute, peut-être pour réagir, moi j'adhère complètement à cette idée, parce que je crois qu'effectivement ce sentiment d'appartenance, il va se construire pendant tout le passage dans l'école, que ce soit à travers les cours, mais aussi la vie associative, sociale, sportive, etc. Je crois que, j'adhère à tout ce que dit Christelle, et cette idée d'avoir des ambassadeurs un petit peu partout. Simplement, je rajouterais aussi que ces ambassadeurs, il faut les identifier, les préparer, les former. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils soient conscients de ce qu'est l'école aujourd'hui, comment elle évolue, quels sont ses objectifs, quelle est sa stratégie sur le long terme. Donc, ça veut dire parfois de les faire venir dans votre école. Et je crois que quand on est responsable d'un réseau d'alumni aujourd'hui, le principal sujet, ce n'est plus d'organiser des activités, mais c'est de soutenir ces bénévoles, ces ambassadeurs, ce que GEM appelle, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de GEM, les alumnisers, qui est un mot que j'aime bien. Donc, on est plus dans une logique d'animation de réseau. Et puis, dernier point sur les cotisations, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les cotisations, c'était finalement un sujet un peu bloquant. Parce qu'on avait chaque année l'association qui, parce qu'elle a besoin de vivre, de payer ses salariés, qui envoyait une demande de cotisation. Parfois, l'école, de son côté, demandait des dons, et donc ça manquait un petit peu de clarté pour les alumni. Alors, certains ont fait le choix de la cotisation à vie, c'est ce que disait Christelle, je crois, qui est une bonne solution, et puis d'autres ont fait le choix purement et simplement de supprimer toute cotisation. Alors, ça veut dire que derrière, il faut le financer, ou en tout cas, c'est peut-être intégré dans les droits de scolarité. Mais en tout cas, ça simplifie aussi cette relation. Et puis, dernier point, peut-être aussi pour réagir à ce que disait Ségolène, souvent, on a un petit peu cette difficulté quand on accueille des étudiants dans un master. On a une école un peu française, on se dit on va faire de l'international. C'est compliqué de transformer ce qu'on a, donc on va créer un master international à côté. Et donc, on a parfois un petit peu deux populations qu'on n'a pas forcément, qu'il est parfois difficile de mélanger, de faire travailler ensemble, etc. Et du coup, je crois que ce qui est important, c'est d'essayer là aussi, le plus possible, de l'intégrer dans cette communauté dès l'école. Et c'est vrai que quand vous créez un groupe LinkedIn, de ces alumni, c'est à la fois très efficace pour le dynamisme de la communauté, et en même temps, il faut faire attention à ce que ça ne contribue pas encore de plus à les séparer des autres des étudiants. Donc, il faut réussir à jouer sur les deux tableaux, à la fois un groupe LinkedIn qui en fait un groupe actif, et en même temps d'autres groupes ou d'autres activités pour qu'ils fassent pleinement partie de la communauté.